Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver à un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech Co pour décrypter l'actualité des plateformes de streaming et des séries qui sortent dessus, avec aujourd'hui un petit programme sympathique. Une nouvelle fois, on va parler de l'impact des séries sur le tourisme, parce qu'on pense qu'on veut d'Emily in Paris, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime pas, je le dis, j'ai pas peur de le dire, mais bon, Emily in Paris, ça nous apporte des touristes. Les gens ils regardent la série et après ils disent « Ah, j'ai envie d'aller à Paris » et ils viennent, et ça fait des retombées économiques, on va en parler. Il y a une super étude qui est sortie avec des chiffres assez intéressants, on va la décortiquer, et puis en deuxième partie de l'émission, on parlera des sorties évidemment qui nous ont enthousiasmés dernièrement, notamment, petit teasing, la nouvelle série produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, assez grandiose. Deux invités pour parler de tout ça, deux spécialistes des séries, évidemment, deux piliers de l'émission même, je vais aller jusque-là. Margot Barallon est là, salut Margot. Salut. Journaliste indépendante, dévoreuse de séries, de films, dans les salles obscures et devant ton ordi pour regarder des séries. Voilà, j'ai pas de vie, Avant c'est tout le très monde. bien résumé. Mais elle a vu les séries avant tout le monde, donc en société, elle peut briller pour nous dire ce qu'il faut regarder, et elle le fera dans l'émission. On peut notamment, je rappelle, quand même te lire dans le magazine 3 couleurs, entre autres. Exactement. Et en face, c'est Charles Martin. Salut Charles. Salut Clément. Journaliste série pour le magazine Première, grand dévoreur de séries. Également, pareil, j'ai la même vie que Margot. Qui peut briller donc en société et sur le plateau d'épisodes suivants. Ils auront de belles séries à nous recommander. Mais avant ça, c'est le débat de la semaine. On va donc parler de ce phénomène du ciné-tourisme, c'est le terme adapté, on pourrait parler de série-tourisme, maintenant vous allez voir pourquoi. Une étude très intéressante du CNC, le Centre National du Cinéma, qui est sortie la semaine dernière et qui nous apprend notamment que 8 touristes étrangers sur 10 déclarent que les films ou séries françaises qu'ils ont vus leur ont donné envie de venir en France. Donc c'est quand même qu'il y a un vrai soft power des séries françaises, ou en tout cas tournées en France. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, ça fait des années que quand Amélie Poulain était sortie, déjà, il y avait un tourisme vers Paris. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est le monde du streaming et ça a considérablement accéléré ce phénomène. Je vous donne un autre chiffre. 79% des touristes interrogés par le CNC déclarent avoir vu au moins une série tournée en France parmi une liste fournie dans le questionnaire. C'était seulement 39% en 2018, donc x2 en 5 ans. C'est quand même des chiffres assez impressionnants, moi, je trouve. Non, vous en pensez quoi ? Moi, je pense que ça illustre vraiment la force de frappe en fait des sites de streaming où effectivement, tu as parlé d'Amélie Poulain. Avant, il fallait aller au cinéma pour voir ces images, alors notamment de Paris. Et justement, ce qui change avec les plateformes, c'est d'abord que ça touche plus de monde et ensuite que ça sort aussi de Paris. On peut penser à Marseille, mais on a aussi des séries tournées en Bretagne. Donc, on voit vraiment l'impact que ça peut avoir. On sait aujourd'hui vraiment que les représentations sont importantes, que les fictions en règle générale, on ne fait pas que les voir en fait. Elles façonnent aussi notre façon de voir le monde et maintenant elles façonnent aussi notre façon de voyager. Donc c'est assez intéressant effectivement. Charles, l'imaginaire français dans le cinéma, il a toujours existé. On sait qu'on a toujours été un grand pays de cinéma qui a été vu dans le monde entier. Est-ce que c'est la même chose dans les séries ? Est-ce qu'on continue à être un pays, on va dire, qui donne envie avec ces séries de venir visiter aujourd'hui? Oui, forcément. Puis comme disait Margot, les séries françaises sont quand même de plus en plus regardées à l'étranger. Il y a eu une époque, il y a 20 ans, les Américains ne regardaient pas de séries françaises. Aujourd'hui, depuis 2012, 2013, les Engrenages, les Bracos, etc. sont nommés aux International Emmy Awards régulièrement. On sait que ça contribue aussi à montrer une image de la France. Et il y a aussi un truc majeur, c'est qu'il y a de plus en plus de séries étrangères qui sont tournées en France. En ce moment, c'est vraiment une espèce de hype importante. Je pense à Daryl Dixon, évidemment, récemment. Le spin-off de The Walking Dead. Quand Daryl Dixon traverse la France de Marseille jusqu'au Mont-Saint-Michel, évidemment que ça a un impact sur le spectateur américain qui voit le héros de Walking Dead traverser des lieux iconiques de la campagne française, des sites historiques, et que ça peut lui donner envie de venir. Forcément. Même en ruine, ça donne envie de venir. C'est quand même ça qu'il faut rappeler. Je vais quand même donner les séries les plus citées par les touristes qui ont été interrogés dans cette étude. C'est pas vraiment une surprise, les séries qui donnent le plus envie de venir aux gens en France. C'est Emily in Paris, voilà, il n'y a pas de suspense, assez loin devant les autres. Et la deuxième, c'est Lupin, 2 productions Netflix, une production internationale, une production française. Mais les deux sur Netflix, c'est pas vraiment quand même une surprise tout ça. C'est quand même les 2 cartons d'audience de Netflix. Exactement. Et d'ailleurs, ça remet un peu en perspective ce que nous pouvons penser, nous Français pouvons penser de ces séries qui ont globalement été accueillies assez fraîchement par la critique sur la plateforme.
a raison selon moi, puisque je fais partie de la critique, mais par exemple, autant Emily in Paris, ça paraît assez évident qu'il y a ce Paris fantasmé qui va pouvoir attirer des touristes, autant Lupin, c'est pas quelque chose qui m'avait frappé et cette étude, mais aussi le succès qu'a eu tout simplement la série à l'international, me rappelle qu'en réalité, voilà, ça se passe aussi dans des lieux Ouais. très luxueux, on a Ah, des très belles images. la saison 3 de Lupin, il joue vachement là-dessus quand même. Moi, ça m'avait frappé par rapport aux précédentes où c'était l'histoire de braquage, Mhm. etc. Là, c'est l'histoire de braquage dans des lieux iconiques. Ça Ouais. commence à la place Vendôme, Mm. il se fait la place Vendôme en entier, ça se termine sur l'Arc de Triomphe, il y a une demi-heure entière sur le sommet de l'Arc de Triomphe. C'est carrément une carte postale du tourisme parisien, Lupin, la saison 3. Et effectivement, ça donne tout ça quand même envie de venir. Et c'est important que ces séries américaines, je prends le cas d'Emily in Paris, c'est pas une série française, c'est une série américaine qui a choisi de se tourner à Paris pour l'histoire. Bien sûr. C'est important que ces séries, elles viennent tourner en France aussi. C'est quand même ça. Parce qu'effectivement, Lupin, on parle de 10% aussi, par exemple, qui a eu un retentissement international, n'ont quand même pas le retentissement d'Emily in Paris, quand même. Non, bien sûr. Et alors, c'est lié à plein de choses. C'est lié déjà à la législation qui Mm. oblige aussi les géants du streaming aujourd'hui à participer au financement de la création française. Mais alors, en fait, c'est aussi participer en fait à l'économie française en Mhm. général. Et donc, quand vous venez tourner en France, vous forcément faites tourner l'économie, vous employez des gens, etc. Et puis, il y a des facilités aujourd'hui. Alors, la France a longtemps été à la traîne là-dessus, et on en reparlera peut-être un peu après, Mm. mais voilà, il y a des choses qui ont été mises en place pour faciliter les tournages des séries étrangères. Il y a un point qu'on peut aborder, c'est que certes, derrière ces deux, trois grosses séries internationales qui ont beaucoup de retentissement et qui sont produites par Netflix, il y a quand même des séries françaises qui sont bien vues hein, dans ce classement. 56% des touristes étrangers qui sont interrogés ont vu au moins une série française, pas tournée en France, vraiment une série française produite par une équipe française, par un studio français. Je vous donne les plus cités, Versailles, Marie-Antoinette, Le Transporteur, 10% en a parlé, et Le Bureau des légendes. C'est la preuve quand même que ces séries françaises, qui racontent des choses très françaises pour certaines, l'histoire de France, une agence d'agents à Paris, le Bureau des légendes, c'est de l'espionnage français, certes, dans le monde, mais voilà. Ces séries, elles ont du potentiel quand même pour séduire. C'est-à-dire qu'il y a une qualité française qui est reconnue, non? De production, tu veux dire? Ouais. Oui, bah, bien sûr, évidemment. Bah, surtout qu'elle a vachement progressé ces dernières années. C'est-à-dire qu'on parlait de la différence entre aujourd'hui et peut-être au début du siècle. La différence, elle vient aussi de la qualité de la production des séries Mm. françaises. Versailles, c'est des coproductions. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de budget. Versailles, c'est une coproduction. Enfin, quand on met les moyens pour faire des bonnes séries, alors Versailles, en plus, c'est une série qui est tournée en langue anglaise, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, Ouais. forcément, c'est beaucoup plus facile de toucher. Il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte. Donc, oui, évidemment, c'est beaucoup plus facile de toucher le public américain et pas que américain aujourd'hui avec ces séries-là, évidemment. On voit qu'il y a plusieurs productions Canal+, quand même, dans tout ça. Il faut rappeler que Canal+, est quand même peut-être aussi un des pourvoyeurs de séries les plus vues à l'international hors plateforme de streaming, quoi. Oui, aussi parce qu'ils ont fait beaucoup pour la qualité. Ce ne sont pas les seuls, mais quand on prend une série comme Engrenage, par exemple, ou après Le Bureau des légendes, c'est vraiment des séries qui ont marqué l'histoire de la série française dans ce qu'elles ont pu avoir de très moderne, Mhm. de très bien fait, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que l'autre aspect aussi, c'est que les plateformes de streaming, elles ont globalisé les séries en Mm. règle générale, et donc on s'habitue plus à voir des séries étrangères. Et si c'est vrai pour nous qui aujourd'hui voyons beaucoup de séries espagnoles ou coréennes et nous habituons aussi au particularisme de ces Bien sûr. séries parce qu'on joue pas pareil, par exemple dans une fiction coréenne en règle générale par rapport à ce qu'on fait en France, ben, on peut quand même partir du principe que c'est vrai aussi pour les Pour les autres, étrangers Oui, il y a par une rapport évolution à la aux France. États-Unis, évidemment, de la perception des productions étrangères qui existait beaucoup moins il y a quelques décennies qu'aujourd'hui sont beaucoup Exactement, plus on implantées. s'habitue aussi à lire des sous-titres, tout Oui. simplement. Ouais. Ça peut paraître un peu Ça bébête, rentre, mais oui, oui. finalement, Aujourd'hui, on est peut-être plus habitué à regarder en VOST Mm. qu'en VF, même si on a une grande tradition de exactement. doublage en France qu'il faut absolument conserver malgré tout. Ça permet de rendre les séries plus accessibles. On a parlé des États-Unis comme public cible principal. Il y a un point qui est vachement intéressant dans cette étude, c'est que ce sont sur les touristes chinois. On nous dit dans cette étude que ce sont les moins exposés aux séries françaises, ceux qui en voient le moins. En revanche, ce sont les plus réceptifs. C'est-à-dire qu'il y a un taux de transformation. Ils voient peu de séries, mais ça leur donne très envie à chaque fois de venir. Est-ce que c'est pas eux finalement aujourd'hui qu'il faut viser avec le streaming, justement le fait que on s'adresse à un public qui n'est pas que américain, que très vite ça peut être vu par un public chinois à l'autre bout du monde en Alors, 24 heures? moi, je mettrais d'abord un bémol quand même. C'est que dans l'étude du CNC, il est quand même précisé qu'il y a 1 sur 10, un des touristes sur 10 qui vient exclusivement parce qu'il a Évidemment, vu les telle séries ne série, sont pas le etc. seul Les séries ne facteur, sont pas le seul facteur, c'est un facteur
incitatif, mais le facteur de base, ça reste quand même que la France à l'étranger, en De Asie et base, en Chine, etc. Je veux pas un faire pays de... très touristique, Exactement, autre voilà. que ces C'est un séries. pays très attractif pour les Chinois de base depuis des Mmh. années. Ça ne fait que accélérer cet état de fait. Après, le marché chinois, ça reste un marché très particulier à approcher. Mmh. Il faut quand même rappeler que Netflix n'est pas en Chine. Donc déjà, rien que ça pose quand même un problème de distribution majeur pour les productions françaises. Et puis c'est un marché où il existe la censure, où Bien on ne sûr. peut pas faire tout et n'importe quoi. Je lisais pas mal d'études sur le sujet, sur le marché du cinéma qui Mmh. essaye de s'exporter en Chine. Les gens disent qu'il n'y a aucune recette magique, que c'est beaucoup de discussions et d'échanges, et que les Chinois sont pas fous. Ils laissent pas les productions étrangères s'inviter comme ça sur leur marché. Oui, il faut Ils veulent du respecter tout un tas donnant-donnant. de règles. Oui, et puis mais ils veulent du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'eux aussi ont leur production. Oui. Il faut savoir que le box-office chinois est largement dominé par les productions chinoises et pas du tout par Hollywood Mmh. ou l'Europe. Et donc, si nous, on importe nos séries françaises, eux, ils veulent aussi pouvoir exporter leurs productions chinoises. Tout ça, c'est un équilibre compliqué. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit pas trop, en tout cas sur les séries de streaming. Il n'y a pas beaucoup de séries chinoises ou autres Encore, c'est vrai. aujourd'hui d'acquisition de Netflix. On parlait beaucoup des séries coréennes qui sont devenues un Mmh. vrai genre en soi. Le Japon, évidemment, un grand pays de cinéma, en Asie aussi, mais peut-être encore moins la Chine. Ça reste malgré tout, on dit souvent que la Chine va devenir la première puissance économique mondiale dans quelques années. Alors, est-ce que ce sera le cas ou pas, on ne sait pas, mais il y a forcément un potentiel économique à aller chercher là-bas quand même, non, Margot? Il y a un potentiel économique, mais je rejoins Charles sur le fait que c'est compliqué et surtout, ça peut se faire au détriment de certaines valeurs. Ouais. Honnêtement, quand on voit les concessions que font certains groupes américains, dans le cinéma notamment, pour avoir le droit de diffuser leurs films en Chine, où ils suppriment, je pense à Top Gun, où on a supprimé un drapeau, de Taïwan, sur un blouson ou des Mmh. choses comme ça. En fait, c'est peut-être le terme devoir. On n'est pas obligé Ouais. d'aller chercher à tout prix ce marché-là, voilà, au détriment Bien sûr. de De la la liberté de qualité, ouais, création. bien sûr. Les Chinois sont parfois vraiment intervenus sur le fond de films Disney, je pense, notamment, Ouais. pour censurer des choses. C'est pas forcément souhaitable. Mmh. Effectivement. Malgré tout, donc on l'a dit, il y a quand même un besoin économique. Ces séries, ça sert de levier économique pour les pays, même pour à l'échelle des régions maintenant. Je donne un exemple, le cas de Game of Thrones. Hein, forcément, c'était une des séries les plus vues pendant plusieurs années, avec des lieux de tournage qui sont devenus très emblématiques. On a vu au bout de 3, 4, 5 saisons, les pays se battre, entre guillemets, pour essayer Bien sûr. d'accueillir des lieux de tournage, tout ça. Est-ce qu'en France, on est bien placé? C'est par exemple, Game of Thrones, c'est beaucoup tourné en Irlande, à Malte, en Croatie, en Espagne, et cetera. Peut-être un peu moins en France. Il y a eu, il me semble, 2-3 scènes tournées chez nous. Est-ce que nous, on est en capacité en France d'attirer ces productions géantes internationales de HBO, de Netflix, autres que Emily in Paris, qui de Ah, base est oui. tournée à Paris, hein, malheureusement, il n'y a pas le choix. Alors, non, mais sorti de Paris, la France a quand même cette chance-là géographiquement d'avoir des décors qui correspondent Mm. à tout ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, du nord de la France aux plages de Marseille. Et bon, je vais pas faire la liste touristique de la France, mais On va vers le guide vert pour ça. Ouais, exactement. Les atouts sont énormes en termes de décors. Après, je disais en termes de production, le gros souci de la France, c'est au niveau des studios. Mhm. Il n'y a pas suffisamment de studios en France. Il y a un plan d'investissement à 350 millions d'euros qui est en cours d'investissement pour doubler la capacité de studios en France. Parce qu'on manque de lieux de tournage intérieur. Donc les gens peuvent venir, les Américains qui ont l'habitude de tourner beaucoup en studio, Mhm. peuvent faire les plans extérieurs, mais ils n'arrivent pas à trouver les structures suffisantes pour filmer en intérieur en France encore. Donc là, c'est en train d'être corrigé. Au-delà En des fait- structures, il y a peut-être les aides aussi, non? Oui, en On fait, sait que ça passe par les la subventions. France était vraiment à la ramasse dans les Ouais. années 2010. Et c'est effectivement le moment, les années 2010 et les années Game of Thrones, c'est vraiment le moment où ça a commencé à se développer. Et là, ils se sont dit, il y a quand même beaucoup d'argent qui nous échappe. Et il y avait même des séries censées se passer en France. On a parlé de Versailles. Versailles, Ouais. les 2 premières saisons ne sont pas tournées en France. C'est un peu dommage quand même. Voilà. Au niveau du cinéma, si Mais on bien prend sûr. le film d'Angelina Jolie, By the Sea, où elle jouait avec Brad Pitt, ils sont censés être sur la Côte d'Azur, ils ont tourné à Malte. Donc on a déjà, à partir de 2016, voté le fait d'augmenter le crédit d'impôt pour les Mhm. tournages. Et effectivement, depuis l'année dernière et jusqu'en 2030, il y a ce plan d'investissement. Et le plan d'investissement, il est sur la surface des studios et aussi sur ce qu'on appelle les backlots, donc en fait, les extérieurs, les décors extérieurs, mais qui sont des décors permanents. Et ça, l'objectif, c'est de quadrupler la surface. Alors, tout se fera peut-être pas, mais en tout cas, il y a vraiment ce Il y a gros une plan. volonté, en tout cas, quand même Exactement. Et qui n'est pas politique. qu'en métropole. Vraiment,
Il y a aussi l'accent qui est mis sur les territoires, notamment antillais. Qui nous offre effectivement d'autres Voilà. décors, d'autres types de paysages à offrir aux productions internationales. Exactement. Donc là, on se dit que vraiment, on a tout, quoi. On a les plages, mais les cocotiers, Mais on le voit et d'ailleurs les falaises. qu'il y a de plus en plus de tournages de séries étrangères en France. Je veux dire, on le voit factuellement. Enfin, il y a Monsieur Spade qui arrive sur Canal, là, qui est tourné en Aveyron. On parlait de Daryl Dixon. Il y a eu la série The Serpent Queen qui est tournée dans le château de la Loire, littéralement à Chenonceau et à Chambord. Enfin, ça existe déjà. Et je voyais en 2022, il y a une hausse de 20% du tournage des séries étrangères en France. Ça fonctionne, important. tout ça. C'est important. Ça fonctionne déjà. Ouais. D'un mot, il y a quand même tout ça va nous attirer donc encore plus de tournages, on a dit plus 100%, plus de séries, plus de films, ce qui est très bien sur le papier. Ça a quand même quelques effets un peu pervers, on va dire. D'abord le surtourisme. Forcément, quand c'est par exemple qu'on reprend que Paris, ou je pense à Étretat pour Lupin, qui était déjà une ville très visitée et qui est pas facile d'accès, qui est devenue un espèce de hub où voilà, on peut regarder des reportages à droite à gauche, je vois que les gens repartent avec des galets de la plage parce qu'ils ont vu la plage en Lupin. Enfin, voilà, il y a un truc un peu fou qui s'organise autour de ça. Il y a aussi une perception peut-être un peu biaisée de ce qu'est la France. Un peu. Euh, C'est pas tout à fait comme dans Emily in ouais, Paris. bizarrement, on se balade pas tous avec un béret, une baguette et Mais un c'est ça, et Fanta. j'avais interviewé un guide qui a développé justement un tour autour d'Emily in Paris et qui disait que alors son tour est vraiment pour les étrangers et en fait il expliquait que les gens étaient déçus de voir que les restaurants n'étaient pas ouverts à 11h par exemple le matin. Bon bah oui, effectivement, c'est pas le cas. Mais oui, c'est un problème. Il y a certains pays qui en ont souffert. Si on prend la Croatie qui est un des lieu de tournage emblématique, notamment Dubrovnik de Game of Thrones. En 2010, c'était 9 millions de touristes. En 2018, c'était 18 millions. Ils ont doublé. Et alors, ça n'est pas que lié à Game of Thrones, mais là, il y a des études vraiment fascinantes qui ont étudié les effets de la série, qui a vraiment fait exploser le tourisme dans ces lieux-là. Et Dubrovnik discutait en 2019 déjà de mettre en place, enfin de limiter en fait le nombre de touristes par jour, parce que sinon la ville est sous-dimensionnée par rapport à ce qu'elle peut accueillir. Et c'est un vrai risque pour le patrimoine. Après, tout ça, c'est temporaire. Enfin, je veux dire, il y a aujourd'hui beaucoup moins de monde à Dubrovnik parce que Game of Thrones n'existe plus. Enfin, ils ont profité pendant quelques années, ces choses qui retombent, etc. Quant à l'image des gens que les gens ont de la France, c'est la même que les Français peuvent avoir d'Hollywood ou Los Angeles. Quand ils vont à Los Angeles, ils déchantent aussi, ils disent ah bon, mais il n'y a pas des stars partout. Tout est loin, tout est loin, tout est trop grand, il y a beaucoup de béton. Exactement, il n'y a que du béton. Et Venice Beach, c'est un peu décevant. Voilà, exactement. Bon, on va quand même espérer que ça nous apporte quand même beaucoup plus de tournage encore. Ça fait du bien à l'économie et ça fait du bien à l'image de la France par ailleurs. Et quand les séries sont en plus bonnes, parce que ça arrive, il n'y a pas que Emily in Paris et Lupin, il y a aussi des bonnes séries qui se tournent en France. Et justement, on va vous recommander quelques séries. Il y en a une qui est tournée en France, il y en a une qui est française, vous allez voir. C'est les séries de la semaine. Notre première série n'est pas tournée en France, mais elle a un petit lien avec la France, vous allez voir, c'est Masters of the Air, série qui démarre sur Apple TV+, le 26 janvier. Nouvelle série de guerre produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, joli duo. Je dis nouvelle parce qu'il y en a déjà eu deux, c'est la troisième d'une espèce d'anthologie maintenant. Il y a eu Frères d'armes en 2001, il y a eu The Pacific en 2010, deux séries qui étaient sur HBO, qui parlaient de la Seconde Guerre mondiale. Alors la première était sur un régiment de parachutistes en Europe vers la fin de la guerre, et la deuxième sur un groupe de Marines engagés sur le front Pacifique. Masters of the Air, c'est donc la troisième, et cette fois, donc, on va passer à un autre régiment, c'est le régiment de l'aviation, la 8e Air Force, un régiment de pilotes chargé de bombarder les sites stratégiques de l'Allemagne nazie. Série à gros budget, gros casting, gros enjeux aussi forcément, sur Apple TV+, je rappelle. Vous l'avez vu tous les deux, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors évidemment, ce qui frappe d'abord, c'est la production, qui est quand même globalement excellente. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais il y a tellement de budget, on voit aussi où est l'argent. Je trouve que c'est une série qui est qui en fait est paradoxalement plus intéressante quand elle garde ses hommes par terre plutôt qu'en l'air. Alors bien sûr, il y a des combats impressionnants et tout ça, mais vraiment, je trouve ça plus intéressant quand elle s'intéresse aux à côté. Le principe est le même que pour les deux autres, c'est qu'on suit vraiment des individualités prises dans la guerre et
on s'attache ou pas d'ailleurs à des personnages. Il y a une grande variété de profils. On suit un Exactement. certain nombre de personnages qui vont et viennent dans la série, comme dans la guerre finalement. Voilà, exactement. Moi, je trouve ça intéressant donc quand elle s'intéresse, quand la série se penche sur, par exemple, le traumatisme que ça peut, créer chez les soldats ou quand elle s'interroge sur, le hiatus qu'il peut y avoir entre, le fait d'être persuadé d'être dans le camp du bien, ce Mhm. qui historiquement se vérifie plutôt et les faits, en fait, concrets de ces bombardements. Il y a une scène assez réussie où l'un des pilotes se retrouve dans une ville allemande qui est complètement Mm. détruite et qu'il a lui-même participé à détruire et où il a cette espèce de, pas de révélation, parce qu'au fond, il le savait, mais quand vous êtes en l'air, vous le voyez un petit peu moins. Je suis plus circonspecte, en fait, alors, je suis très circonspecte sur le dernier épisode, qui, Ouais. sans rien spoiler, me paraît vraiment sombrer dans la glorification de l'armée américaine pendant la guerre et que j'ai trouvé à la limite de la gênance quand vraiment ils en sont à balancer des colis humanitaires. Voilà, c'était vraiment Oui, ça reste un peu l'héroïsme américain. dans la veine des 2 premières séries qui avaient déjà parfois ce biais-là, malgré tout, de représenter, pas toujours de façon glorieuse, mais en tout cas quand même de faire en sorte que les soldats soient perçus comme des personnages assez héroïques ou en tout cas qui aient œuvré pour le bien du monde et C'est cetera, ça. Mais malgré certaines mais horreurs. je pense que c'est bien d'assumer son point de vue, mais là, il y a vraiment quelque chose, d'un peu too much et par ailleurs, mais ça, bon, il y a plein de séries finalement où c'est le cas. Je me demande en fait quelle est l'utilité, à la fin de ce qu'on veut raconter. Qu'est-ce qu'on raconte de nouveau? Je suis pas sûre que ce soit très novateur. OK, c'est un avis. Charles, toi tu l'as vu, Je ne tu y suis consacres, je précise, un Ouais, grand dossier dans le numéro de première qui vient de sortir. ouais, Donc tu, peux nous parler de Masters of ouais, the Air ouais, en long et en large. on a eu les producteurs et les scénaristes en long, en large pour raconter, comment ils ont fait et je suis pas tout à fait d'accord avec Margot sur, la perception de la série. Déjà, je trouve que le plus intéressant dans la série, c'est quand ils sont dans les nuages, à l'inverse. Vraiment, je trouve que c'est extraordinairement bien filmé. Il Mmh. y a aucun film ou aucune série qui ressemble à ça visuellement. On n'a jamais vu ça, les combats aériens filmés comme ça aussi longtemps, avec autant de minutie, parce que ce qu'ils ont cherché à reproduire, c'est l'exacte vérité des combats aériens. Comment ça se passait, euh, au millimètre près dans les cabines. Mmh. Le producteur m'a raconté ils ont reproduit donc des avions, parce évidemment, il n'y en a plus qui volent, ça n'existe plus. Donc ils ont reproduit des cabines d'avions pour tourner, mais au petit détail près, jusqu'à la petite carte posée, Mmh. etc. Donc il y a un ballet qui se joue à l'intérieur des cabines qui est incroyable à regarder, une chorégraphie entre le pilote, le navigateur, le bombardier, etc., qui est exceptionnelle. Et dans cette chorégraphie-là, il filme en fait l'angoisse de 3, 4, 5 pauvres mecs qui étaient venus juste pour piloter des avions, qui se retrouvent à 8000 mètres par moins 40 degrés parce que les cabines n'étaient pas pressurisées à l'époque. Donc ils étaient en train de mourir de froid. Il y en a qui ont le mal de l'air, qui vomissent partout, etc. Et ils se font canarder de partout. Et comme ils sont dans un bombardier et pas dans un avion de chasse, ils Ouais, peuvent et pas faire c'est Top ça, Gun et un faire des des intérêts de la évitements, série, ouais. etc. Ils serrent les fesses, ils attendent que ça passe, entre la DCA, entre les tirs ennemis. Et il y a cette espèce d'angoisse-là, de roulette russe permanente à chaque fois qu'ils prennent leur envol, qui est incroyable à vivre avec eux. C'est effectivement une série qui est assez impressionnante quand même malgré tout, je suis d'accord avec Charles sur les combats aériens, mais qu'il faut peut-être prendre le temps. Moi, c'est si je peux ajouter mon petit mot à moi, c'est de prendre le temps de la regarder peut-être. C'est une série assez à l'ancienne, moi j'ai trouvé, qui m'a rappelé beaucoup les 2 premières saisons. C'est des séries comme on n'en fait plus beaucoup. Les épisodes sont assez longs, on prend le temps de découvrir les personnages, découvrir les environnements. Il y a 9 épisodes qui font à peu près tous entre 45 minutes et 1h10. Peut-être ne la regardez pas, regardez-la comme Apple la sort, peut-être un par Ouais. semaine. Prenez le Exactement. temps de digérer tout ce que vous avez vu, d'apprécier ou non les personnages. Il y a des personnages pas très appréciables, d'autres plus. Oui, mais c'est ça qui est bien aussi. Et effectivement, ça vous donnera quand même, je pense, assez envie. C'est une série qu'on peut quand même globalement recommander, Ouais, le euh, casting est quand même génial. avec Il y un a, casting il y a assez Austin génial. Butler, qui était le Elvis de Baz Luhrmann il Tout à y a fait, 2 qui est ans. très bon. Et donc c'est Tom Hanks qui tournait avec lui, qui a appelé les producteurs de Masters of the Air en leur disant ce gars-là, il est parfait pour jouer le rôle du Major, faut que vous l'engagiez. Effectivement. Et ma petite révélation personnelle sur cette série, Callum Turner, Oui, qui est super, vraiment super acteur qui extraordinaire. le joue l'ami donc, d'Austin Butler dans la série, Ouais. un des 2 personnages principaux. Voilà, c'est une grosse découverte pour moi. Je pense qu'on va le revoir assez vite dans des productions d'ampleur. Donc ça, c'est Masters of the Air. Ça démarre le 26 janvier sur Apple TV+, 9 épisodes. En attendant, 2 autres séries, une qui est sortie, une qui va sortir, pareil en même temps, et une un peu plus tard.
On commence avec De Grâce, c'est donc notre série française de la semaine. Margot, c'est sur arte.tv. Alors c'est en 2 temps comme souvent sur Arte, le 31 janvier sur la plateforme Exactement. et les 8 et 15 février sur la chaîne, pour ceux qui préfèrent regarder en linéaire à l'ancienne, à la télé. De Grâce, ça raconte quoi et pourquoi ça t'a plu? Alors, ça raconte l'histoire de la famille Le Prieur, qui est une famille de dockers, alors de père en fils ou de père en gendre, enfin de beau-père en gendre, voilà. Famille de dockers sur le port du Havre et qui est confrontée au trafic de drogue. Trafic de drogue qui gangrène ce port-là, à la fois parce que tout transite par ce port et puis parce que souvent ça transite aussi avec la bénédiction de Bien sûr. certains dockers corrompus. Et donc, le père, le prieur, est lui un syndicaliste engagé dans la lutte contre ce trafic. Et puis, il a 3 enfants qui, eux, on va le voir, vont être touchés de près ou de loin, et surtout de très près en réalité par ce trafic-là. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette série, qui est en 6 épisodes, c'est d'abord son identité visuelle. Ouais. Elle est vraiment filmée comme un western urbain. Alors, c'est très sombre dans le propos, c'est très sombre dans l'image, ce qui ne veut pas dire que c'est mal éclairé. Ce sont 2 choses différentes. Je dis ça parce qu'il y a certaines séries qui sont juste toutes noires. Là, c'est pas le cas. Coucou Game of Thrones, notamment. Voilà, exactement. Et en fait, c'est filmé par Vincent Maël Cardona, qui est vraiment juste le réalisateur. C'est pas lui qui a eu l'idée de la série et qui arrive à lui donner une patte assez extraordinaire. On lui devait déjà un très beau long métrage qui s'appelle Les Magnétiques. Et moi, j'ai vraiment retrouvé son esthétique dans la série. Je trouve que le casting est formidable. Il y a des beaux noms en casting. Hein, ouais. Voilà, exactement. C'est Olivier Gourmet qui joue à peu près le rôle principal, mais le principe de la série, c'est aussi de vous surprendre avec ses personnages. Et puis, il y a Panayotis Pasco qui fait l'un de ses fils et qui est pour moi une révélation dans des rôles graves et sérieux. On est habitué au comique et là, c'est assez différent. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Et puis, on parlait justement dans cette émission du tourisme et du fait de s'inscrire dans un territoire. Que ça donne envie d'aller au port du Alors, Havre. je suis pas sûre que ça augmente vraiment le tourisme au Havre, mais vraiment, cette ville est très cinégénique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce que son architecture est très particulière. Mais alors vraiment, là, on a les 2 pieds au Havre et c'est, je trouve aussi vraiment un bel hommage rendu à cette ville, à cette Intéressant cathédrale, de délocaliser un peu les productions, d'aller voir dans d'autres villes. Voilà, et un port, ça peut être très moche, comme ça peut être très beau. Et ça offre là, beaucoup de vraiment, perspectives de tournage, sans doute, effectivement. Voilà, exactement. Ça s'appelle donc De Grâce, c'est à voir sur arte.tv à partir du 31 janvier sur le site d'Arte. Charles, toi, tu nous ramènes sur Netflix pour la sortie de Griselda. C'est ça, par bel accent. Série, j'ai fait espagnol LV2, ça se voit, j'en ai gardé beaucoup de choses. C'est par l'équipe des créateurs de Narcos. C'est ça. Donc ça aurait pu s'appeler Narcos Griselda, vous savez, il y a eu Narcos, après Narcos Mexico, ça aurait pu s'appeler Narcos Griselda, c'est pas le cas, ça s'appelle juste Griselda. Mais c'est fait par les mecs, les mêmes mecs que Narcos. Ça ressemble à du Narcos, on va pas se mentir, c'est dans la même veine. Et c'est aussi efficace que du Narcos. Donc c'est une mini-série en 6 épisodes qui est très courte, qui a le mérite de se dévorer. Alors pour le coup, on parlait de pas binge-watcher Masters of the Year. Celle-là, on peut y aller. D'ailleurs, c'est compliqué de décrocher. On est vite accro à Griselda. C'est assez simpliste, ça révolutionne pas du tout la série mafieuse. C'est une femme qui débarque de Colombie. Elle était mariée avec un parrain de la drogue local et elle veut fuir, etc., avec ses enfants et refaire sa vie en Floride. Et bon, elle a eu la bonne idée de partir avec 1 kilo de coke et elle va commencer à le refourguer. Et de fil en aiguille, elle va devenir ce qu'on a appelé la marraine, donc la reine de la coke en Floride. C'est une histoire vraie, donc c'est inspiré de Griselda Blanco, dont Pablo Escobar disait que c'était la seule personne dont il avait peur dans le monde, globalement. Et donc, c'est l'histoire d'une mère louve qui veut protéger ses enfants à tout prix et puis qui va devenir complètement mégalo. Et évidemment, je ne raconte pas comment ça finit. Ça mais ressemble beaucoup à Narcos comme pitch, effectivement. Voilà, exactement. La série est très bien fichue, franchement, c'est une belle ascension de marraine de la drogue et c'est porté par Sofia Vergara, qui était la soccer mom de Modern Family, qui a un peu disparu des radars quand même en 2020. Il faut quand même se souvenir que c'était la plus grosse star de la télé américaine dans les années 2010. C'est une des actrices les mieux payées. C'était l'actrice la mieux payée, c'était une égérie de mode, etc. Alors c'est encore le cas, je ne dis pas qu'elle fait plus rien, mais en termes de tournage, elle faisait plus grand chose, on l'avait pas beaucoup vu. Donc là, elle a mis beaucoup d'ingrédients pour faire
pour avoir un joli rôle. Elle est maquillée, elle est transformée, etc. Donc elle est pas mal du tout et la série est cool grâce à elle aussi. Griselda, donc ça sort sur Netflix le 25 janvier. 6 épisodes à voir et donc à regarder d'un coup si on en Ouais. suit les conseils de Charles. Faites Merci. comme nous, n'ayez pas de vie. Oui, voilà. Continuons à regarder des séries. C'est encore l'hiver, vous avez encore des prétextes pour pas sortir et Voilà. regarder des séries. Merci à tous les deux pour tous Merci ces Clément. conseils. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, malheureusement déjà. Merci Margot, merci Charles. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Si vous avez aimé celle-là, évidemment, vous avez l'habitude, vous la retrouvez en replay sur le site, en podcast, sur Spotify, sur Deezer, partout. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.